Eh ben, bonjour Alex. Salut Paul! Alors, je voulais t'avoir avec nous aujourd'hui parce que j'avais vu passer votre cabinet des curiosités parce que vous êtes deux. Je vais pas lui voler la vedette aussi. Et je l'avais vu passer l'année dernière. Mais j'avais regardé ça un peu de loin parce que j'étais occupé, je sais plus quoi sur le moment. Et cette année, il m'a été très poussé via Chloé Chenet, qui a fait un petit produit chez vous cette année aussi, sur Pinterest, que j'ai reçu sur le podcast il y a une bonne année, je dirais maintenant. Et depuis, j'ai tiré le fil, j'ai creusé ton profil et tout ça, et plus je creuse, plus ça m'intéresse. Du coup, j'ai voulu te faire venir ici. Euh, Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ben absolument. Salut tout le monde. Moi c'est Alex. Je suis à la tête de ce que je qualifie souvent comme une business en ligne. Une parce que je suis au Québec. Joyeusement chaotique. Ok. Euh, Joyeusement chaotique parce que je me suis fait connaître d'abord à travers mon projet Les mots pour vendre. Donc, je pense que c'est assez explicite. Je faisais de la rédaction persuasive, du copywriting. Euh, mais je suis une personne qui s'intéresse à beaucoup de choses différentes et au fil du temps, je suis pas très douée pour rester nichée, moi. Tu vois, ça, tu sais, je me suis nichée au début. Je pense que c'est un bon Ouais. raccourci quand on commence, mais rapidement, je me suis dénichée et je me suis mise à parler de pricing, notamment de la tarification à la valeur. J'ai publié un livre sur ce sujet-là. J'ai aussi été parmi les premières personnes à m'intéresser à l'IA générative. Fait Ok. que je pense que j'ai vu assez vite que ça allait bouleverser un peu mon, mon industrie à moi. Donc j'ai lancé ma première formation sur ce sujet-là une semaine avant ChatGPT. J'aime beaucoup cette Oh. anecdote. Fait que donc, c'est pour ça que j'aime dire que c'est chaotique parce que je m'intéresse à plein de choses et en fait, j'ai bâti une audience de personnes qui, comme moi, sont curieuses, sont passionnées et qui aiment que je leur partage mes découvertes, mes apprentissages. Et voilà. Oh. Trop bien. Trop bien. Oui. Et comment t'en es arrivé à te dire que tu voulais démarrer, par exemple, dans l'écriture persuasive? Qu'est-ce Bon. qui... La plupart des gens que je rencontre, c'est pas un métier qui fait rêver quand on est enfant, tu vois. Ah non, clairement pas. Puis moi, j'aime... En fait, moi, j'ai toujours aimé écrire, là. Ouais. Ça, c'est certain. Mais on m'a toujours découragée aussi d'écrire. Oh, Dans la mesure où on m'a toujours répété que c'était quelque chose qui était pas payant. Tu sais, ah, les pauvres journalistes ok. payés à la pige qui font pas un sou. Quand je suis allée au cégep ici au Québec, j'ai étudié en arts et lettres. Puis je me rappelle, il y a une maison d'édition qui était venue faire une présentation dans le programme. Puis la présentation, c'était un peu sur le fait que le Québec, c'est vraiment un petit marché. Puis que les auteurs meurent de faim. Fait que c'était pas très Ah ouais. c'était pas très encourageant. Ce qui fait que j'ai étudié en droit à l'université et rien ne me prédestinait à être entrepreneur. Je dis des fois que je suis accidentée de l'entrepreneuriat. C'est- C'est-à-dire que moi, je faisais des sites web pour financer mes études. J'ai toujours fait ça. D'accord. Donc, des petits sites web WordPress simples pour des PME. C'était comme mon moyen de financer mes études en droit. Un peu mon side project pour revenir Mhm. à la thématique. Euh, et c'est pas quelque chose que je voyais comme un accomplissement en soi ou un but. C'était vraiment quelque chose que je faisais sur le côté pour financer mes études. Mais au fil du temps, je me suis mis à collaborer avec une agence de publicité. Là, on remonte en 2015-2016. Ok. Personne sait faire de la pub Facebook. Donc, à l'université, ils t'enseignent pas là, à faire de la pub Facebook, même si Oui. tu étudies en marketing. Et donc, les agences, ils forment des juniors un peu, tu sais, sur le coin d'une table. Voici, apprends comment ça marche. Et devant les publicités que je vois, moi, je suis un peu outrée parce que je trouve les textes vraiment mauvais. C'est vraiment comme ça que tout a commencé. Je regarde les textes des pubs puis je me dis, mais c'est épouvantable comment c'est pas bon, ces textes-là. C'est sûr qu'on peut faire mieux. Et tout a commencé par une recherche Google où j'ai googlé en anglais comment écrire des bonnes pubs Facebook. Et là, je découvre le copywriting. Et là, je me suis sentie trahie. Je me suis dit, pourquoi personne m'a dit qu'on pouvait être payé très cher pour écrire des textes publicitaires vraiment cool? Ouais. Et tout a commencé comme ça. Ok. C'est fou. Ouais. Et donc maintenant, je sais pas, tu vas de niche en niche en fonction de tes envies, de ce qui t'intéresse. Et comment
Enfin, est-ce que ton audience te suit à chaque fois? Par exemple, tu parles de commencer sur le copywriting, tu as fait de l'IA générative. Est-ce que c'est toujours les mêmes gens? Est-ce que tu en prends des nouveaux en chemin? Euh, Je, comment ça se je, passe? je ramasse beaucoup de gens en chemin, je pense. Ouais, Mon audience, c'est la chose sur laquelle je mets le plus d'énergie et plus précisément mon infolettre. Donc les d'accord. gens souvent vont avoir tendance à sous-estimer la taille de mon audience parce que mon audience sur les réseaux sociaux, c'est ma plus petite, en fait. D'accord. Donc, pour te donner une idée, au moment où on se parle, tu sais, ça varie, là, parce que des fois, on fait du ménage puis tout ça, mais je vais avoir entre 20 000 et 30 000 abonnés à mon infolettre, alors Waouh. que j'ai juste 8 000 abonnés sur Instagram, tu sais. Ok. Ce Fait qui que est déjà beaucoup. oui, oui, mais ça a toujours été ma priorité de développer l'infolettre en premier. Ok. Fait qu'à une époque, j'avais peut-être 1500 abonnés sur Instagram, mais j'avais déjà 10 000 abonnés à mon infolettre, tu sais. Waouh. Ça a été ma priorité dès le départ. Et je pense que l'écriture, c'est un format qui permet, surtout mon style à moi, j'envoie des contenus longs. Donc j'envoie des très longues infolettres où il n'y a aucune image. Ouais. Et dans une société où on dit que les gens ne lisent plus, ça fonctionne très bien pour moi. Tu sais, je Trop documente bien. mes réflexions, mes apprentissages sur l'entrepreneuriat, sur l'IA, le copywriting, le pricing, tout ça. Et ce qui rassemble mes passions, je pense, c'est que ça a tout le potentiel d'intéresser un entrepreneur. Donc, c'est sûr Ok. qu'il y a des gens que tu perds en chemin. Tu sais, je pense pas que tout le monde reste abonné à une infolettre pendant 7 ans, là. Tu sais, Ouais. c'est un fait avéré, mais j'en ai des personnes qui sont abonnées depuis le début. Waouh. Je les reconnais et j'aime bien voir leur nom apparaître euh, dans les inscriptions à mes événements, tout ça. Ouais. Oh. Et comment, du coup, tu fais grossir cette infolettre aujourd'hui? Parce que j'ai le cliché, moi, un peu que une infolettre grossit via... Enfin, qu'il te faut un réseau ou un média qui attire du monde. Mais d'après ce que tu dis, le média qui est censé attirer du monde, il a l'air plus petit que la taille de l'infolettre. Comment t'as 100%. géré ça? En fait, je pense qu'il y a des stratégies différentes selon où tu es rendu. Donc là, en ce moment, je D'accord. suis comme en pause de pub pour toutes sortes de raisons, mais pendant très longtemps, c'est sûr que c'est la publicité qui m'a amené énormément d'abonnés. Moi, Ok. c'était mon plus gros poste de dépense, la publicité méta vers classique, là, des aimants à clients, Ouais. donc des gratuités sur des sujets qui m'intéressent. Et mes gratuités, ce sont des séquences courriels. Donc, en faisant ça, je crée l'habitude de me lire. Tu sais, je crée des séquences Oui. courriels hyper intéressantes, les gens s'abonnent, ils aiment les contenus et ils restent abonnés. Donc ça a très bien marché pour moi, mais je pense pas que c'est la meilleure stratégie quand on débute, parce que quand on débute, on n'a pas d'argent à investir en pub. En tout cas, moi, Mm. j'avais pas un sou à mettre Ouais. là-dedans quand je commençais. Et j'ai quand même monté mon infolette jusqu'à 5-6 000 abonnés là, en faisant Ah. presque pas de publicité. Et ce que je faisais, en fait, c'est des échanges de visibilité avec d'autres entrepreneurs. Donc, je sais pas si tu as déjà Ok. lu l'histoire du gars qui a échangé un trombone contre un truc, puis là, après ça, il a échangé le truc contre un autre Ah truc, puis à la oui, fin, il y avait une maison. il a eu une maison. Oui, 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 Ouais, j'avais lu mais cette ça m'a histoire. beaucoup inspiré, cette histoire-là. Puis quand j'avais juste 200 abonnés à mon infolette, je me suis dit, ben, est-ce que je pourrais pas approcher quelqu'un qui a comme 200-300 abonnés à son infolettre, puis je dis à cette personne-là, ben toi, si tu parles de ma gratuité, à l'époque, c'était les 10 mini-trucs de persuasion, ils existent encore, c'est une séquence de 10 courriels. Waouh. Fait que j'ai écrit à cette personne-là, j'ai dit, écoute, si tu parles de mes 10 mini-trucs à ton audience, moi, je vais parler de ton truc à mon audience la semaine prochaine. Ok. Et la personne a dit oui. Puis là, ça m'a amené des inscrits. Puis là, après ça, j'ai approché une personne qui avait un petit peu plus grosse audience. Puis là, mon audience à moi continuait de croître aussi. Puis comme ça, par les échanges de visibilité, je suis allée chercher énormément d'abonnés gratuitement. Et je pense que c'est un des trucs les plus sous-estimés par les nouveaux Ah, entrepreneurs. mais ouais. Le réseau, les échanges comme ça, c'est très, très, très efficace. Et tu vois, Ouais. j'en avais jamais entendu parler de cette astuce-là. Pourtant, je traîne avec les infolettes, les newsletters depuis un petit moment. Ça, j'avais jamais entendu parler. Ça me fait plaisir que tu me dises ça, mais ouais, fait que se faire des amis, Ouais. profiter d'audiences qui existent déjà, c'est vraiment un bon moyen d'être vu. Ok. Ouais. Je proposais aussi souvent des ateliers gratuits dans des groupes. J'aimais beaucoup faire ça, là, en échange de pouvoir récolter les emails. Fait que Ok. t'approches des groupes d'entrepreneurs en mode
Tu sais, je vois qu'il y a plein d'entrepreneurs dans ton groupe. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui s'intéressent à la rédaction persuasive. Si tu veux, je te ferai un 45 minutes gratuit, puis en échange, j'ai le droit de récolter des abonnés à mon infolettre. Ça fait croître très rapidement ma notoriété, ma crédibilité, et ça me permettait d'aller chercher des emails. Fait que moi, je suis un peu le contraire des gens qui te disent que c'est mal être payé en visibilité. J'ai toujours aimé me faire payer en visibilité. Et en adresse email. Mhm. En visibilité et en adresse email. Génial. Mais et t'avais pas de problème de... C'était pas des concurrents trop directs? Ah, tu vois, moi, si quelqu'un m'approche, qu'il a la même audience, le même truc, je pourrais me dire, bah non, il va juste me voler ma liste de prospects, tu vois. Ben là, tu mets vraiment le doigt sur l'équilibre qu'il faut trouver, en fait. Il faut Ouais. quelqu'un où t'as comme un diagramme de veine. Fait que vos audiences se superposent, mais sont pas totalement la même. Par Ok. exemple, la personne cible aussi des entrepreneurs, mais son expertise, elle est complémentaire à la tienne, elle est pas en compétition directe. D'accord. Par exemple, mon très bon ami Charles, avec qui d'ailleurs on a créé le cabinet, ben Charles, sa spécialité, c'est la publicité Facebook. Fait que c'est Ok. parfait pour moi parce que quelqu'un qui veut investir en publicité, c'est très à son avantage de maîtriser le copywriting, mais c'est Oui. deux dépenses différentes, c'est deux expertises différentes. Oui. Fait que vraiment, d'y aller en mode complémentarité comme ça, c'est vraiment le plus Ok. efficace à mon avis. Mm. Pas mal. Bravo, bravo. Enfin, bien joué, quoi. Merci. Et du coup, aujourd'hui, tu formes, je suis allé voir sur ton site les mots pour vendre, tu formes sur pas mal de thématiques dont on vient de parler. J'ai vu que tu as un petit produit sur les infolettres, tu as du copywriting. Euh, En gros, à chaque fois que tu as creusé une thématique qui t'intéressait, tu as fait aussi un produit payant dessus, c'est ça? Presque systématiquement, en effet. J'ai beaucoup de petits produits aussi, maintenant, sur toutes sortes de sujets. Mais oui, oui. Ok. Et j'ai vu que pour la partie copywriting, tu mettais en avant notamment des copywriters, copywriteuses. Euh, c'est qui? Est-ce que c'est des élèves que tu as formés? Est-ce que... C'est des élèves Qui que ce j'ai sont? formés. Donc, pendant quelques années, j'ai fait une certification en copywriting. Ça fait 2 ans que je suis en sabbatique. Je te dirais que la grosse D'accord. différence avec les certifications qu'on voit habituellement en copywriting, c'est que moi, je prenais que 3 à 6 personnes par cohorte. Ok. Avec de l'accompagnement privé sur un an. Donc, c'est sûr que c'est un projet qui était très exigeant pour moi, mais Ah ouais. le gros problème que j'avais à l'époque, c'est que quand j'ai arrêté d'écrire, il y avait très peu de gens à qui je pouvais référer mes clients parce que même si c'est très à la mode de se dire copywriter, il y a peu de gens qui sont réellement qualifiés, tu sais, vraiment là, Hmm. qui font plus que de la rédaction web, disons. Oui. Donc, c'était ça à l'origine, ma frustration. Mais j'ai jamais voulu non plus faire une usine à copywriter. Tu sais, un peu comme on voit du côté américain, là, les espèces de programmes. Ah, le copywriting, c'est un skill tellement payant. Développe ça et tu vas être Mhm. riche. C'est pas non plus ma vision. Donc, mes certifiés, c'est vraiment les personnes qui ont fait ces petites cohortes-là. Ok. Je vais probablement ramener ma certification éventuellement, refaire une cohorte, mais là, ça m'a fait du bien aussi de prendre un break pour me dédier à d'autres projets. Ouais. Oui. Ok. Mm. Et comment est un débutant qui part de zéro, qui n'a pas de compétences en copywriting, qui veut vendre un petit programme, tu vois, un truc pas trop, pas, on ne parle pas d'une grosse formation hyper chère, mais un petit programme. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Est-ce que tu as une petite astuce simple, un truc qu'il devrait mettre en place sur soit sa page de vente, soit son email de vente, soit son truc, ou quelque chose qui devrait, une erreur que tu vois beaucoup chez les gens qui débutent et qu'il faut absolument arrêter de faire? Puis là, il veut vendre un programme sur n'importe quel sujet. Peu importe le sujet, ouais. Je pense que pour le modèle de la formation en ligne en soi, ce qui est souvent sous-estimé, c'est l'importance de l'audience, en fait. Les personnes s'imaginent que les gens vont se jeter sur leur formation parce Ouais. que ça apporte une transformation, parce que la page de vente est bonne, parce que ça va donc les aider, tu sais. Mais t'as beau avoir la meilleure page de vente du monde, puis que ta page soit Mhm. hyper persuasive, hyper bien copyrightée, s'il n'y a pas de trafic qui va sur cette page-là, ben
Ok. tu vas jamais convertir, c'est impossible de convertir. Fait que pour Oui. moi, le modèle d'affaires de la formation en ligne, c'est un modèle qui est extrêmement difficile quand on est débutant. C'est difficile parce que il faut bâtir la communauté, l'audience, la crédibilité, la notoriété avant de vendre le truc. Et Oui. ça demande beaucoup de temps, de persévérance et de travail gratuit où tu n'es pas encore payé, tu sais. Ce qui fait que, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, moi, je préfère débuter par du service. Je pense qu'en D'accord. service, c'est plus facile d'aller chercher une rentabilité, en fait, rapidement parce que tu peux facturer plus cher pour des mandats, puis tu n'as pas besoin de trouver une tonne de clients en commençant, tu sais, pour te rentabiliser dans une entreprise de service. Mais c'est clair pour moi qu'il faut bâtir la la communauté avant de vendre la formation. Sinon, l'autre raccourci qu'on peut faire, c'est vendre la formation en profitant de la crédibilité d'une autre personne. Par Comment exemple, ça? mon ami Charles, dont on parlait tantôt, ben Oui. lui, il a monté une formation il y a quelques années sur la publicité Facebook pour l'audience de Stan Leloup. Donc là, Stan avait déjà Ok. l'audience, les abonnés, les personnes. Puis là, Charles a fait une entente avec lui pour créer la formation sur la pub Facebook. Là, c'est très intéressant pour Charles parce que Charles, il a l'expertise, mais il a pas la communauté. Tu me suis un peu? Ok. Ouais. Ouais. Et du coup, cette formation était vendue sous la marque Marketing Mania. Exactement. Mais c'était Charles le formateur. Ok. Ah oui. Ben, c'est un format que Stan a répété plusieurs fois par la suite, je crois. Oui, J'ai vu passer des 100%. trucs comme ça. Ok. Ben, tu vois, petit monde, j'avais pas réalisé que c'était Charles qui avait fait ce programme. Parce que j'ai reçu Stan ici il y a quelques mois maintenant. Ah, Mais cool. ouais, petit J'aime monde, beaucoup dis Stan. donc. C'était pas mal le seul copywriter francophone qui existait quand j'ai commencé. Ok. Ou en tout cas qui créait du contenu sur ce sujet-là et Ouais. tout. Fait que, ouais, je C'est un l'aime beaucoup. dinosaure, il est là depuis trop longtemps. Ouais, voilà. Et parle-moi un petit peu de ton livre. Comment t'en es venu à écrire un livre? Pourquoi cette thématique? On pourrait se dire que tu partirais plutôt sur un livre sur l'écriture persuasive. T'as pris plutôt l'angle du pricing. Pourquoi? Ce qui est arrivé, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'avais vraiment des référents de salariés. Tu sais, j'ai pas vraiment d'entrepreneurs dans ma vie qui pouvaient m'expliquer comment fixer mes prix. Et comme beaucoup de personnes qui débutent en service, je chargeais à l'heure. Puis, charger à l'heure, c'est devenu problématique pour moi très rapidement. Numéro un, parce que je suis une personne vraiment tête en l'air, TDAH, puis juste appuyer sur le compteur pour les compter pour vrai, mes heures, c'était déjà une épreuve en soi, là, comme pour vrai. En Ok. plus, je vivais beaucoup de frustration que dans les travails, quand tu as un travail qui est créatif, il n'y a pas de... Est-ce que c'est juste de charger à l'heure quand pour un client j'ai l'inspiration tout de suite puis j'écris sa page de vente vraiment rapidement puis pour un autre client il faut vraiment que je me casse plus la tête mais c'est un peu hors de mon contrôle puis je sais pas trop, tu sais. Il y a plein Ouais. d'éléments comme ça qui font que charger à l'heure c'est un peu ridicule puis ça m'obligeait à constamment augmenter mon prix parce que plus t'es efficace, plus tu travailles vite, plus t'as de l'expérience, moins t'es payé. Parce que là, tu prends C'est moins de vrai. temps. Et là, ça me faisait vivre une sérieuse frustration parce que pour compenser ça, ben, il fallait constamment que j'augmente mon taux horaire. Fait que là, t'écris à tes Ouais. anciens clients que t'es encore en train d'augmenter tes prix et ça crée de la friction perpétuelle, tu sais. Donc, je voyais bien que ça fonctionnait pas. Et je suis tombée, je me souviens encore très bien, sur un livre qui a été fait par la compagnie américaine FreshBooks, qui est comme un logiciel de comptabilité. C'est pas important, ça s'appelle Breaking the Time Barrier. Briser la barrière du temps. Puis le J'en ai livre, c'est entendu comme une... parler. Ah ouais, c'est super bon. C'est comme une Le titre conversation. me parle. Ah ouais, c'est du génie, c'est super bon, c'est un petit e-book, ça se lit très bien, c'est une conversation entre deux web designers, une qui charge très cher, l'autre qui charge pas cher. Puis là, ils ont toute une discussion sur justement la valeur, le fait que charger à l'heure, ça fait aucun sens, puis qu'il faut charger à la valeur de ce qu'on livre, puis que la valeur, c'est une question de perception, tout ça. Puis là, c'est là que j'ai appris pour la première fois le terme value-based pricing. Et ça m'a fascinée, mais je vivais aussi une profonde frustration parce que moi, je suis une personne un peu... j'ai un côté très scientifique, j'ai besoin d'avoir des preuves, j'ai besoin qu'il y ait une méthodologie. Tu peux pas juste me dire, genre, ah, ben, tu charges à la valeur, tu sais, mets un plus gros prix puis ça va marcher. Genre, OK, mais
Mais encore, comment ça fonctionne? Comment on le fixe, ce prix-là? Je vais pas inventer un prix puis le sortir de mon chapeau, là. Genre, c'est quoi le processus? Et quand je lisais les ressources pour les freelances sur le pricing de valeur, c'était toujours très flou. C'était comme charge à ta juste valeur, augmente tes prix, mais encore. Fait que là, je suis allée dans des sources un peu plus académiques. Donc, le value-based pricing, c'est une méthodologie de pricing qui est enseignée dans la grande entreprise et où on a vraiment une méthode qui est très rigide, là, qu'on applique. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des comparatifs qui sont intelligents, faire des focus groups, etc. Bref, il y a vraiment une méthodologie qui est faite pour évaluer c'est quoi le bon prix. Puis en pricing de valeur, le bon prix, c'est le plus haut prix que ton client est prêt à payer pour la valeur de ton service, finalement. Oui. Puis tu essaies d'identifier c'est quoi ce prix-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des méthodes qui sont principalement quantitatives. J'ai fait une méthodologie qui était plus simple, plus qualitative, basée sur des estimations pour l'appliquer dans ma business. Puis ça, j'ai fait ça pour moi, là. J'avais zéro l'intention de parler de ça, de monétiser ça, de faire ça. Mais j'étais dans un groupe mastermind avec des amis, puis c'était quand même cool, là, ce que j'avais fait. Fait que là, je leur ai tous fait faire. Puis là, j'étais comme en mode un peu évangélisation de mon groupe d'amis de cette méthode-là. Et c'est des amis qui m'ont dit « Mais Alex, ça n'a aucun sens, il faut que tu parles de ça, c'est super intéressant. J'ai jamais vu ça aussi concret et aussi bien vulgarisé. » Et là, j'ai commencé à parler de pricing, j'ai fait une formation sur le pricing et ma maison d'édition m'a trouvé à cause d'un e-book gratuit que j'avais fait sur le pricing, tout simplement. Et c'est ça Trop l'histoire bien. du livre. Fait que c'était pas intentionnel, puis le lien avec le copywriting est très fort. Parce que en pricing de valeur, la valeur qui compte, c'est pas la valeur réelle de ton produit. Je m'en fous que ton produit ait une grosse valeur réelle. Si cette valeur-là est pas perçue par ta clientèle cible, ça augmente pas la valeur à ses yeux, tu sais. Il faut que la valeur soit comprise. Puis comment est-ce qu'on communique la valeur de quelque chose? Ben, c'est par le copywriting. Fait que tout ça est Complètement. très, très relié. Ouais. Ouais, ça fait sens. Et c'était quand? Il date de quand, ce livre? Ben, écoute, moi j'ai pas beaucoup de mémoire, mais je l'ai à côté de moi, fait que je peux aller voir ma date de publication exacte. 2021, la version québécoise. 2020. Ok. Puis un an et demi après, à peu près, j'ai été approchée par une maison d'édition française qui a racheté les droits, dans le fond. Fait que Ok. j'ai aussi une édition française en Europe. Ouais. Bah, c'est pas les mêmes. Je pensais que c'était C'est les mêmes éditions. C'est des contrats différents. c'est des contrats différents, des maisons d'édition différentes, la Ok. couverture est différente. Ah ouais? Puis la version européenne, il y a eu quelques adaptations, notamment le mot kitten qui a été changé pour ringard et je trouve ça très drôle. Mais Mais c'est comment le mot d'origine, tu as dit? c'est kitten. Bah, je ne le connais pas. Ben voilà. Ils ont Fait qu'il y a bien fait de des, le changer, tu il y a vois. des petites adaptations. Il y a aussi une note de bas de page dans la version française pour expliquer ce qu'est le Zellers, ce que j'ai trouvé très drôle aussi. Fait que voilà, les Bah, Québécois sauront ce que c'est Je ne sais pas immédiatement. ce que c'est, moi. Ouais. C'est quoi? Ouais. Qu'est-ce que Hmm. c'est un Zellers? C'est un magasin grande surface qui a fermé au Canada il y a plusieurs années, mais je raconte une anecdote de l'époque où je travaillais aux Zellers dans le livre. Fait que là, c'était Ok. comme nécessaire d'expliquer à un Français c'est quoi un Zellers. Mais je raconte que quand j'y travaillais, je comptais mes achats en heures de ma vie. Parce qu'à l'époque, le salaire minimum au Canada, c'était 10 à peu près. Fait que c'était Oui. vraiment simple. Tu sais, je voulais m'acheter une paire de jeans à 40 ben c'est 4 heures de ma vie. Est-ce que ce jeans-là vaut 4 heures de ma vie, tu sais? Euh, C'est pragmatique. c'est très pragmatique, mais c'est un peu ce qu'on doit faire, je pense, pour Oui. comprendre la valeur que notre temps a. Oui. Ouais. Oui, mais ouais, c'est froid. Ça se tient. Ah ouais. Puis déjà, j'étais très frustrée d'être payée à l'heure à ce moment. Oui, Hmm. ça fait le début du truc. J'aimerais qu'on passe sur les petits produits parce que j'ai fait Oui. mes devoirs avant notre échange aujourd'hui. J'ai écouté plusieurs de tes autres épisodes avec d'autres personnes. Tu parles beaucoup de petits produits, ce qui fera une bonne transition sur le cabinet des curiosités. Pourquoi cet attrait particulier pour les petits produits? J'ai été formé, moi. On m'a toujours dit vends du haut de gamme, du méga cher. Toi, tu as l'air de prendre une approche assez différente et ça me rend tout curieux. Tu sais, je
je pense que le marché de la formation en ligne en ce moment traverse beaucoup de bouleversements. Puis pendant des années, on a vendu aux gens des méga formations qui faisaient des méga promesses. Tout le monde avait son espèce de formation à genre 2000 dollars, 2000 euros, des fois 5000 euros dans ces eaux-là, qui te promettait de gagner ta vie avec ton entreprise sur Internet, genre. Puis dans ces formations-là, on t'apprenait toujours la même chose. Comment te nicher, comment trouver ta cible, les bases du copywriting, tout ça. Puis ça a créé beaucoup de frustration parce qu'il y a énormément de gens qui ont acheté pour la promesse puis qui n'ont pas eu les résultats escomptés. Puis je pense pas que c'est nécessairement parce que les formations sont pas bonnes. Je pense que quand tu fais une grosse promesse comme ça, c'est très difficile de l'accoter. Ça demande que les étudiants soient très persévérant, qui passe à travers tout le contenu, tout ça. Est-ce que c'est réaliste pour la majorité des gens qui achètent ces choses-là? Je ne pense pas. Donc, ça crée une certaine fatigue, je pense, dans le monde de la formation en ligne. Puis, niveau créateur, créer une formation où tu promets d'enseigner absolument tout sur un sujet ou pour atteindre une promesse, c'est vraiment difficile. Ça demande beaucoup d'efforts. Ma formation en copywriting maîtrise la rédaction persuasive. Il y a comme 94 leçons, quelque chose comme ça. Puis genre, je referai plus jamais une longue formation comme ça. Genre, ma bibliographie fait 65 sources, puis à la fin, je voulais mourir. Là. Ça a vraiment été pénible à faire. Puis j'étais très fatiguée. Et il y a très peu de gens qui ont le besoin réel d'apprendre tout ça sur le copywriting. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu. Un petit produit, c'est hyper intéressant parce que ça nous oblige à nous demander, ben si j'avais juste 2 heures ou 3 heures ou 30 minutes pour aider quelqu'un sur cette thématique-là, qu'est-ce que je lui enseignerais? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce qui ferait la plus grosse différence? Et ce sont des produits qui sont tellement bien conçus parce que c'est vraiment difficile de créer un bon petit produit à cause de cette contrainte-là, que les gens obtiennent, à mon avis, des fois plus de résultats. Ça te permet aussi de créer plus de choses. Fait que je pense que quand tu as un profil comme moi qui est très multicurieux, qui aime ça, explorer plein de choses, ça te permet de créer un écosystème où les gens vont acheter plusieurs de tes produits qui les intéressent, tu sais, puis où t'as pas justement à te limiter tout le temps à vendre ton offre signature. Puis j'en veux pas là aux personnes qui ont une offre signature, je les salue, tant mieux si c'est bien pour vous, mais tu sais, moi, ça me rendait misérable, là, vraiment. Donc, ça me permet d'avoir, moi j'appelle ça mon jardin anglais, là, mais une espèce d'écosystème business beaucoup plus sinueux, où les gens suivent pas une échelle de valeur précise, genre j'achète, je prends le produit d'entrée, je prends le produit à 500$, puis je prends le produit à 10 000$. Là. Genre moi, les gens, ils achètent plein d'affaires à différents price points, sur plein de sujets différents, et ce qui réunit tout ça, c'est que ça cible toujours les entrepreneurs et que les gens aiment mon style d'enseignement, en fait, au final. Mais oui, c'est ça, fait que les petits produits, moi j'aime le fait qu'on peut faire des promesses qu'on est capable de tenir plus facilement. C'est un des plus beaux arguments, je trouve, pour ce format-là. Ouais. Je te rejoins parfaitement parce que j'avais créé un des fameux programmes dont tu parles et un enfer à créer en tant que créateur du truc. C'est long, ça prend vraiment plein de temps et faire des mises à jour sur des trucs où il y a des centaines de vidéos, c'est un enfer aussi. C'est terrible. Et les gens ne suivent pas du tout le programme de... Enfin, pour que les élèves réussissent, en fait, il suffit pas de suivre le truc, il faut que eux appliquent, et c'est trop long pour que eux appliquent. Donc, je te rejoins parfaitement. 100%, puis tu sais, ma longue formation en copywriting, elle est autodidacte, puis pour que les gens passent à travers, je l'ai gamifié extensivement. Puis ça a été, tu sais, le travail de conception pédagogique d'un programme long comme ça pour que les gens passent à travers. C'est vraiment intense, là, versus mes ateliers sur l'IA, tu sais, je les enregistre live, j'ai du fun, puis j'ai pas de... C'est très court, donc... ouais. C'est des programmes que, quand tu dis que tu les enregistres live, c'est-à-dire que tu fais une première présentation live devant des gens, et après tu vends cet enregistrement? Ou c'est toi qui les enregistres? Tu les enregistres d'un coup? Moi, j'enregistre d'un coup, comme si je donnais une formation en présentiel presque. Fait que les gens peuvent être live à la première représentation, puis après, je vends l'enregistrement. Après, j'inclus aussi toutes les mises à jour. Fait que ma formation principale sur l'IA, par exemple, on doit être rendu à la 6e mise à jour depuis que je l'ai lancée. D'accord. Puis quand je fais une mise à jour, je réenregistre live. Éventuellement, j'exclus pas de faire des courtes capsules puis d'aller enregistrer studio. Mais pour les sujets d'IA précisément,
ça vaut pas la peine parce qu'il y a trop de mises à jour à faire souvent Ah en oui. ce moment. Le milieu est trop effervescent, puis les fonctionnalités changent tellement vite que littéralement, j'aurais enregistré ma formation il y a 1 mois, puis il y aurait déjà des choses qui sont plus vraies dans mes vidéos studio, tu sais. Fait que Oui. ça vaut pas la peine, ouais. Le budget studio aurait dépassé tes ventes. Ouais, voilà. Trop bien. Et ben, du coup, ça m'amène assez bien au cabinet des curiosités. Est-ce que, si quelqu'un n'en a pas encore entendu parler, tu pourrais rappeler le principe, le concept? Yes, absolument. Le cabinet des curiosités, c'est un gros bundle, donc un ensemble, un kit, un pack, où plein de créateurs vont inclure un produit numérique de leur choix qui s'adresse aux entrepreneurs. Il y en a plus d'une centaine et on vend tout ça ensemble à un prix qui est dérisoire par rapport à la valeur totale, en fait, Ok. pour faire simple. Ouais. Ok. Puis là, peut-être pour donner des exemples concrets de produits, ben on va trouver des gabarits Canva pour toutes sortes de choses. Par exemple, cette année, on avait un gabarit de propositions commerciales. On va avoir des gabarits Notion aussi pour s'organiser, pour planifier ton contenu, pour toutes sortes de choses. On va avoir des fois des petits ateliers très courts. Nous, on demande moins de 3 heures habituellement. Là, c'est pas mal ça, notre ligne directrice. Fait que des ateliers très courts que tu peux suivre en une avant-midi ou une après-midi pour faire quelque chose de précis. Par exemple, cette année, on en avait un pour ressusciter ta newsletter, si jamais tu as comme un peu abandonné ta liste depuis un moment. On en avait un autre pour lancer ton Substack. On avait des trucs financiers, des trucs... bref, il y en a vraiment pour tous les goûts sur tous les sujets. Ouais. Ok. Super. Et le format, c'était donc, j'ai vu qu'il y avait une semaine un peu de live, et après, la partie vente, mais au début, en fait, je pensais que la partie vente, on achetait comme des replays, des lives, mais en fait, c'était des choses complètement différentes. Je me... 100%, exactement. Ok. Exactement. Fait que les lives, c'était des mini-conférences de 10 minutes. C'était 100% gratuit. Les gens pouvaient y assister. Et ce qui était le fun, c'est qu'on faisait travailler les gens en duo. Fait que tout le monde montait sa conférence à deux. Puis ça, je Ok. trouve que ça amène quand même une richesse parce que les gens, ils ont différents styles de compréhension, d'enseignement, tout ça. C'était bien le fun. Puis l'événement, c'est vraiment juste pour attirer des prospects, faire connaître les créateurs, les créatrices qui sont dans le cabinet aussi. Oui. Pour les personnes qui collaborent au cabinet aussi, c'est avoir cette grosse visibilité-là, c'est vraiment plaisant Ah bah également. oui. Puis après, on vend le bundle en tant que tel où tout le monde a contribué à un produit. D'accord. Et le business model de ça, c'est quoi? C'est-à-dire que toi, en tant que co-organisatrice, tu touches une part sur les ventes et après, les créateurs indépendants, ils sont affiliés, tu leur reverses une commission. Ça marche comment? OK. Alors, c'est différent pour tous les bundles, soit dit en passant. Là, tout le monde peut comme Ok. choisir de ses conditions et tout. Nous, ce qu'on fait, il y a beaucoup de bundles où tu vas avoir une compétition affiliée. Fait que comment ça fonctionne, c'est que tout le monde va faire une commission pour chaque vente qu'il fait, évidemment. Fait que si moi, je fais une vente du bundle, je fais une commission. Oui. Mais généralement, il y a aussi un concours affilié où les 5 meilleurs, mettons, vont avoir un gros bonus. Fait que ça, c'est quelque D'accord. chose qu'on voit beaucoup. Nous, on n'avait pas envie de faire ça parce qu'une des missions du cabinet, c'est d'avoir à peu près 50% des gens qui sont des experts de leur domaine, mais qui ont une plus petite communauté. Fait qu'on a à peu près 50% de nos contributeurs qui ont déjà une belle communauté, une belle infolettre, etc., etc. Mais on a aussi un 50% que c'est des petits créateurs qui commencent, qui ont pas nécessairement, pas nécessairement qui commencent, des fois ça fait longtemps qu'ils travaillent en service, mais ils ont pas d'audience, tu sais. D'accord. Donc, si on faisait un concours affilié, ce serait un peu décourageant pour ces personnes-là, parce que ce Ouais. serait évident pour elles qu'elles peuvent pas gagner le concours, tu sais, étant contre des personnes comme, je sais pas moi, Jen Gauvin, comme une bosse Audrey Dansou, tu sais, c'est un peu décourageant. J, tu sais, tu te sens un peu intimidé. Donc, ce qu'on a fait pour le cabinet, c'est qu'on a un système inspiré de la gamification puis de l'économie comportementale. On peut pas sortir le copywriter d'Alex Martel. Mais j'ai fait un système de boni qui est individualisé. C'est-à-dire que pour D'accord. chaque vente du bundle que tu fais, tu touches une commission de 100 $ et à Ok. toutes les fois que tu atteins certains paliers de vente, tu débloques aussi un bonus en argent qui devient de plus en plus gros à toutes les fois que tu atteins un prochain palier. Fait que, D'accord. par exemple, dès ta première vente, tu touches un bonus. Ça fait que la première vente que tu fais, au total, tu vas faire 250 $ de rémunération sur les 300 $ du cabinet. Après Trop ça, bien.
si tu arrives à 3 ventes, ton bonus, il grossit encore. Si tu arrives à 7 ventes, ton bonus, il grossit encore. Ce qui fait que tu es un peu plus en compétition avec toi-même, en fait, pour les ventes du cabinet. Ça permet d'encourager les bondelistes à faire de la vente. Ça permet aussi de leur donner une petite dose de dopamine, mais qu'ils ne soient pas en compétition les uns contre les autres. Fait que le modèle, c'est vraiment ça. C'est que nous, au final, là, ça revient à peu près comme si on leur donnait entre 40 et 60% de la vente selon quel palier de bonus ils sont. Les bonus sont plus généreux au début. Fait que les personnes qui ont des plus petites audiences, tu sais, les premières ventes qu'on fait, on fait un plus gros pourcentage pour qu'ils s'en sortent avec un montant d'argent qui est intéressant pour eux. Puis le reste va à l'organisation. Après, c'est sûr que ça va pas direct dans nos poches parce que, bon, tu dois t'en douter. On a un gros budget de publicité, on paye toutes sortes de personnes exceptionnelles qui nous aident aussi pour le matériel, les coûts technologiques, tout ça, d'organiser aussi une grosse affaire comme ça. Mais même pour Charles et moi, la paye, c'est pas juste les ventes qu'on fait, c'est aussi toute la visibilité qu'on va chercher, autant auprès des gens qu'auprès des collaborateurs du cabinet. Ça agrandit beaucoup notre réseau d'entrepreneurs qui nous respectent et qui pourraient collaborer avec nous dans le futur. Trop bien. Et comment vous avez sélectionné les participants, les créateurs? Je ne sais pas comment vous les appelez. Il y a on les appelle les bondelistes. Les bondelistes. Comment ils sont sélectionnés? À un bundle, puis en plus c'est épicène, fait qu'on aime bien ça. Mais nos bondelistes, il y a comme 2 morceaux. D'abord, il y a des gens qu'on approche personnellement. C'est souvent les personnes qui ont justement des bonnes audiences, qui sont déjà établies, qu'on connaît, qu'on aime et qu'on aimerait avoir. T'sais. Fait que ces personnes-là, on les courtise, on leur envoie une invitation très tôt, on essaie de les convaincre d'embarquer dans le projet, tout ça. Puis ça, c'est vraiment des approches au cas par cas, des fois par Instagram, des fois par email, des fois par LinkedIn, selon qui a le contact dans l'équipe. Fait qu'il y a ça. Et pour l'autre portion, il y a à peu près 60% des produits, si c'est pas 70%, que ça vient des candidatures. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous et certains de nos partenaires vont communiquer à leur audience au printemps pour dire, écoute, il y a un prochain cabinet des curiosités qui s'en vient. Si tu as un produit digital / numérique pour les Québécois qui est petit, mais qui est très concret, qui peut aider les gens à accomplir quelque chose de très spécifique, qui est croustillant, qui est intéressant, va remplir ce formulaire-là. Et Charles et moi, après, on analyse les candidatures et on choisit comme ça les produits qui vont faire partie du bundle. C'est extrêmement souffrant. L'an dernier, on a eu plus de 500 candidatures. Puis, il y a beaucoup de produits qu'on refuse qui sont excellents, mais il y a aussi une question de... Puis ça, c'est ce que j'essaie tout le temps de dire aux gens quand ils sont refusés, là. Il n'y a pas juste une question de est-ce que le produit est bon ou pas, il y a aussi une question de est-ce qu'il est complémentaire avec les produits qu'on a déjà ou pas. Oui. Tu sais, on peut pas avoir 8 produits sur Instagram, mettons. Fait que tout un défi de trier les candidatures, là, c'est quelque chose. Là. J'imagine, parce qu'il y a une grosse centaine de produits à la fin. Oui, à la fin, on en avait 124 cette année. Ok. Puis je pense que là-dessus... Une bonne centaine. Il doit en avoir au moins 70 qui venaient des candidatures, quelque chose comme ça. Waouh. Ouais. Et le boulot monstre que ça doit être. Ah oui, puis on n'est pas toujours d'accord, Charles et moi, là, comme surtout à la toute fin, c'est très difficile parce que, mettons, on a identifié 160 produits qu'on veut, puis là, on s'était dit 124, c'est vraiment la limite, là, plus que ça n'a pas de bon sens. Fait que là, lesquels on élimine, on n'est pas toujours d'accord, puis il y a des bons débats à l'interne à ce moment-là. Oh mon Dieu. Et comment ça se passe d'un point de vue plus technique, tu vois, une fois que les gens soit s'inscrivent pour la partie des lives, cette base mail, elle est à vous l'organisation. Absolument. On partage pas les mails à tous les contributeurs parce que ce serait zéro RGPD / loi 25 friendly, puis ça aurait aucun sens pour les gens. Ce qu'on fait, c'est qu'on a, nous, une liste qui est la liste du cabinet, en fait, qui est vraiment séparée même de mon infolettre à moi. À la fin du cabinet, une couple de semaines après, j'invite les gens à s'inscrire à mon infolettre et à celle de Charles s'ils le souhaitent. Je l'ai pas encore fait, d'ailleurs, au moment où on enregistre ceci. Mais dans les faits, ils rentrent pas automatiquement dans ma liste à moi, par exemple. Ouais. Ils sont vraiment sur une liste qui est séparée. Les contributeurs, le moment où ils vont avoir le courriel des gens, c'est si les gens choisissent leurs produits.
Fait que quand tu achètes le cabinet, c'est un peu comme si tu achetais un buffet à volonté de produits, puis là, après ça, tu as des codes promo à 100% ou des liens spéciaux pour accéder à tous les produits gratuitement. Puis là, quand tu accèdes à un D'accord. produit, évidemment, à ce moment-là, la personne a ton adresse email parce que tu fais la transaction comme si tu l'achetais. Et là, après ça, nous, on donne des bonnes pratiques à nos contributeurs pour qu'est-ce qu'ils devraient faire avec ces emails-là. Mais évidemment, on n'a pas non plus un parfait contrôle sur ce que les gens... Tu sais, c'est quoi l'approche des gens par rapport à, bon, je sais pas moi, est-ce qu'ils vont considérer que c'est un consentement tacite puis vous inscrire direct à l'infolettre? Moi, c'est pas quelque chose que je conseille, mais on n'est pas non plus les boss des stratégies marketing de tout le monde Oui, oui, oui. dans le bundle. Fait qu'après, c'est assez diversifié comment les gens s'y prennent. Moi, j'inscris pas les personnes automatiquement à mon infolette qui prennent mon produit. Je trouve ça trop intrusif. Fait que je fais juste leur envoyer un email quelques semaines plus tard en mode « Hey, comment t'as trouvé mon petit produit? Est-ce que t'as aimé ça? Si tu veux plus de trucs pour ChatGPT, parce que moi, cette année, j'ai mis un GPT, j'ai mes 10 000 trucs, puis là, j'envoie mon aimant client. » Fait que j'y vais avec une approche un peu plus douce. Mais, tu sais, tout le monde a différentes stratégies pour ça. Il y en a qui font des appels à l'action directement dans le produit. Il y en a, tu sais, c'est très variable. Ok, ouais, ouais. Ah, mais du coup, ça veut dire que je pensais que c'est vous qui hébergiez après tous les mini-produits de quelqu'un sur une plateforme à vous, et que après les gens, moi par exemple, je suis ton mini-produit, c'est moi qui me dis, tiens, j'ai bien aimé ce qu'elle m'a dit, je vais aller de moi-même voir ses contenus perso et tout ça. Ce serait trop difficile parce qu'on a trop des formats variés. Tu sais, tous les créateurs ont comme, il y en a qui sont sur Kajabi, il y en a qui sont sur Learn, il y en a qui font du Notion, il y en a qui font des gabarits Canva, il y en a qui, je sais pas, moi, sont sur Experiencify, Schoolmaker. Ouais. Tu sais, fait que nous, de relier toutes ces plateformes-là par l'automatisation, ce serait le Capharnaüm et ça impliquerait aussi que les gens nous donnent accès à leur plateforme, Oui. ce qui briserait beaucoup de lois, en fait, de respect de la vie privée. Fait que c'est vraiment comme si Complètement. t'achetais un kit de coupons. Oui. Je peux pas mieux le décrire que ça. Ouais. Ok. Ok. Oui, non, mais je veux dire, je pensais que vous, pas vous renvoyer automatiquement, mais par exemple, moi, je t'envoie mon fichier vidéo et toi, tu vas l'héberger sur une plateforme à Ouais. toi. Mais Tu vois. encore là, ce serait difficile parce que, par exemple, on a des collaborateurs qui vont avoir une plateforme qui leur permet de gamifier leurs produits. Ah oui. Schoolmaker fait ça, par exemple. Fait que là, t'as des Oui. étapes, t'as des choses, il y a des... Tu sais, fait que ça serait très difficile d'y aller Ok. comme ça. Fait qu'on préfère laisser les gens dans leur plateforme. C'est pas parfait, mais c'est un Ouais. meilleur rapport aussi investissement d'énergie pour nous. Parce Oui. que, ouais. Et je Obliger pense que tout le c'est... monde à Ouais. donner accès à leurs trucs dans notre Complètement. plateforme, ouais. Coordonner 124 personnes, déjà très Ah, difficile. ça doit être l'enfer. Et puis je pense que c'est mieux pour vos bonnes de liste ils doivent récupérer plus d'emails et à la fin ils Oui. sont quand même aussi plus contents. Ouais, c'est très variable encore là, les emails, parce que le but, c'est que ton petit produit, tu sais, quand tu participes à un bundle d'un point de vue stratégique, s'il y en a qui nous écoutent puis qui ont envie de faire le cabinet un jour, là, ton but, c'est pas de faire le petit produit qui va t'amener le plus d'emails. Ton but, c'est de faire le Ok. petit produit qui va t'amener le plus d'emails qualifiés que tu peux. Oui. Donc, tu veux que le produit que tu offres dans le cabinet, il intéresse précisément ta cible. Ça fait qu'on va avoir des produits plus nichés qui vont aller chercher peut-être 100 à 200 inscriptions. Puis on a des produits moins nichés qui plaisent à plus de monde. Par exemple, c'est sûr, si tu parles de Instagram, ben là, tu vas aller chercher 600, 700, 800, 900 emails plus Ouais. facilement. Fait que c'est très variable le nombre d'inscriptions que tu vas aller chercher en fonction de ta cible, en fait. Vu que nous, Ok. on vend à une shitload de freelance puis de PME dans tout plein de domaines. Là. Ouais. C'est fou. Et donc là, cette année, c'était la 2e édition. Deuxième C'est la édition. 2e que j'ai vu passer, en tout cas, c'était ça. Yes, c'était la deuxième. On va en faire une troisième l'an prochain. L'an prochain. Ouais, une fois par année, parce que sinon, Ok. on souffrirait trop. Ah non, mais déjà, une fois par année, je trouve ça énorme. Ah ouais, c'est sûr que c'est quelque chose. Puis on explore d'ailleurs là, différentes options qu'on veut faire différemment pour l'an prochain. C'est tout le temps comme ça. Hein? Ouais. Et après, c'est normal que le truc, il évolue petit à petit aussi. Ah oui, 100%. 100%. Donc, Puis je te dirais, notre gros challenge avec le cabinet, c'est qu'on a comme deux objections contradictoires. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous écrivent, vous avez pas idée le nombre de fois qu'on a la question, est-ce que je peux accéder à tous les produits? T'sais, puis la réponse est évidemment oui. Là, quand tu achètes un Oui. bundle, tu as le droit là, C'est le d'accéder à principe. autant de produits. C'est ça le principe. T'sais.
Fait que ça, on a beaucoup cette question-là. Puis la raison pour laquelle on a beaucoup cette question-là, c'est que l'autre objection qu'on a beaucoup, c'est il y a trop de produits. Puis là, pour contrer l'objection, il y a trop de produits, ben il faut qu'on explique aux gens qu'ils peuvent choisir quelques produits, puis déjà, ils rentabilisent leur achat. Mais en répétant souvent ce message-là, ben ça crée la peur. Ah, mais là, est-ce que je peux accéder à tout, tu vois? Fait que là, de trouver l'équilibre entre ces deux messages-là, puis la manière de présenter l'offre qui va rendre ça clair pour tout le monde, là, c'est pas si facile. C'est ton boulot de copywriting, ça. 100%. On s'améliore d'une année à l'autre, en tout cas. Mais c'est vraiment intéressant. Chapeau, en tout cas, parce que ça a l'air d'être une usine à gaz. Ah, moi j'adore ce projet-là. C'est, tu sais, on se permet tellement d'être créatif, puis les gens collaborent énormément. Puis bon, vous voyez pas l'arrière-scène, mais on accompagne énormément les créateurs, les créatrices qui participent au projet pendant le printemps, l'été, avant le cabinet. C'est vraiment... on a comme un Discord privé tous ensemble, puis il se passe beaucoup de choses dans cet espace-là. Fait que moi, ça ponctue mon été, là. Tu sais, je passe l'été dans le projet du cabinet en attendant l'automne, puis c'est super excitant. C'est le fun aussi de voir toute l'effervescence des collaborations et tout, là. Tu sais, au-delà de la rentabilité, c'est vraiment pas mon projet le plus payant pour moi, là, en toute transparence. En termes monétaires, là, je pourrais lancer une formation à moi pour faire plus d'argent que quand je fais le cabinet, là. Genre, le temps que ça doit te prendre. Exactement. Par contre, en termes de réseautage entre les créateurs, en termes de visibilité, crédibilité, etc., c'est un de mes meilleurs projets. Si tu ne l'avais pas fait, tu ne serais pas là. Alors, je sais, c'est pas forcément le plus gros boost de visibilité, mais c'est un exemple. Trop bien. J'aimerais qu'on quitte temporairement le cabinet pour qu'on passe sur ta routine, ton quotidien, ta vie quand tu entreprends. Ferme les yeux. On est lundi matin. Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui dans une journée ou dans une semaine, tu vois, si toutes les journées ne sont pas similaires, mais comment ça se passe, ton quotidien? En fait, le lundi, je ne travaille pas. Eh ben, bonne ça semaine. part bien. Je travaille pas les lundis parce que mon amoureux travaille à la bibliothèque, puis souvent va avoir congé le lundi parce qu'il travaille un jour de fin de semaine. Donc déjà, c'est le fun, hein, quand on est notre propre patron, on peut décider de notre horaire, et mon lundi, c'est congé. À la place, parfois, je vais travailler le samedi. J'aime tellement travailler le samedi, d'ailleurs. Ah oui? Ah ouais, il y a personne qui t'écrit, tu reçois aucun email, tu vas au café, c'est tranquille, il n'y a pas d'étudiants. Genre, miam, miam, miam. J'adore les samedis. C'est comme ma journée deep work sur des trucs qui m'intéressent, là. C'est vraiment fun. Sinon, moi, je suis quelqu'un qui se fatigue beaucoup quand je fais du labeur émotionnel. Fait que, par exemple, accompagner des gens en one-on-one, tu sais, bien paraître à la caméra, contrôler tes émotions pour accueillir les émotions de ton client, de l'autre personne, tout ça, c'est quelque chose qui me fatigue énormément. Ce qui fait que quand j'ai trop de rencontres dans une journée, je suis vidée. Genre, ça me tue. Je pourrais pas être coach, tu sais, là, comme je serai jamais coach. Ça m'épuise énormément. Quand j'étais copywriter, d'ailleurs, ce qui m'épuisait de mon travail, c'était les rencontres avec mes clients. C'était pas écrire, c'était parler aux gens, là, genre, j'étais fatiguée. Ça m'épuise beaucoup. Ce qui fait que j'essaie de limiter mes rencontres vraiment beaucoup. Fait que dans mon horaire, je vais avoir maximum une rencontre par jour, des fois 2 quand je suis vraiment mal pris, mais je sais que si j'ai 2 rencontres dans une journée, je perds un peu ma journée, là. Tu sais, je vais être très fatiguée après. Fait que ça, que j'ai géré. Et sinon, je suis pas quelqu'un qui se fait des grosses... il y a des personnes qui ont comme des blocs dans leur horaire où ils savent précisément ce qu'ils vont faire. Moi, je suis pas capable de fonctionner comme ça. J'ai un TDAH. Il y a des journées... Mon énergie fluctue beaucoup, puis il y a des journées où je sais que je vais être un bulldozer puis être capable de faire plein de choses. Puis il y a des journées où je me lève puis que je sais qu'aujourd'hui... ça se passera pas. C'est pas une bonne journée. Pas une journée comme ça. J'ai perdu mes lunettes 2 fois depuis que je me suis réveillée, puis je comprends même pas comment j'ai fait. J'ai oublié mon café quelque part, puis mon Dieu, tu sais, voilà. Il y a des journées comme ça. J'essaye d'aller travailler au café, puis je me rends compte rendu là-bas que j'ai oublié mon sac à dos, puis que j'ai pas mon ordi, il faut que je revire de... Tu sais, comme une journée de même. Ouais. Il y a des journées comme ça. Fait que c'est important pour moi de pas me mettre des blocs de travail dans mon horaire, puis qu'il y ait plutôt de l'espace dans mon horaire.
Ouais. Fait que je bloque des plages dans mon horaire où il y a juste du vide. Et après, je remplis ce vide-là de mes tâches que j'ai à faire, de mes projets, en fonction de c'est quoi mon énergie à ce moment-là. Ok. Fait que par exemple, je sais toujours c'est quoi mes tâches que j'ai à faire. Je sais toujours c'est quoi mes projets sur lesquels je travaille en ce moment. Je sais c'est quoi mes deadlines. Puis je regarde, bon, c'est quoi qui reste à faire, comment je me sens aujourd'hui. OK, c'est là-dessus qu'on travaille. J'ai aussi une personne maintenant qui m'aide à faire ma gestion de projet et mon horaire chaque semaine avec moi. Ce Ok. qui m'aide beaucoup. Trop bien. Fait qu'on se parle le mardi, on analyse nos trucs ensemble. Puis sinon, niveau temps de travail, je l'avoue, je suis une personne profondément paresseuse. Je pense que c'est ma plus grande qualité comme entrepreneur. J'aime ça prendre des bains, j'aime ça prendre des marches, j'aime ça chiller, j'aime lire des romans, j'aime cuisiner, j'aime, bon, perdre mon temps aussi, bref. Ce qui fait que travailler 8 heures par jour, Ou c'est pas beaucoup ça. pas très fonctionnel pour moi, là, comme ça fonctionnera jamais. Je suis lève-tôt, j'ai de l'énergie le matin. Fait que ce que je fais, c'est que je me lève très tôt, je travaille l'avant-midi, des fois jusqu'à 1 heure, 2 heures de l'après-midi quand c'est des vraiment très bonnes journées, puis après j'arrête. Je fais autre chose. Trop Je bien. vis ma vie d'humain. Fait que ça ressemble à ça. Puis sinon, je suis Ouais. le soleil. Fait que l'été très très tôt, genre l'été, des fois, je suis levée à 5h30, là, comme Ouais. les Miracle Morning People. Puis l'hiver, là, ça recule tranquillement jusqu'à ce que je me lève à 8 heures à peu près. C'est très rigolo parce que petit à petit, je prends une approche comme la tienne. Ah J'étais de ceux ouais? qui mettaient des blocs de partout. Et en fait, ça me met trop de pression. Parce que quand il y a des jours où je me lève et que fatigue ou juste un jour pas envie ou peu importe, et que je vois tous ces blocs, je me dis oh non, Paul, ça va pas, t'as trop de choses à faire. Et puis après, je me dis c'est toi le patron. Enlève la tâche Ah si ouais. tu veux. Vas-y tranquille. Et maintenant, j'ai ma to-do de la semaine et pas de la journée. Et déjà, ça fait une grosse différence. Et je l'applique selon les motivations du jour et tout ça. Ah, Et je j'adore. fonctionne beaucoup avec le soleil, comme toi. Je dors avec tout, enfin tout ouvert, pas de rideaux, pas de volets, rien. Same. Parce que comme ça, j'adore me lever avec le soleil. Et j'ai remarqué qu'en faisant ça, dès qu'il se couche, j'ai un coup de barre énorme. Ah ouais. Maintenant, c'est 18 h, en plus ici, là, à Montréal. Je fatigue d'un coup. En une demi-heure, c'est réglé après, mais je sens que je deviens un humain des cavernes qui vit avec le soleil, tu vois. Ah ouais, je suis vraiment pareil. Puis, tu sais, je pense que c'est sain. Je pense que tous les animaux dans la nature ralentissent l'hiver parce qu'il y a moins de Ben oui. soleil. Je pense que tous les animaux dans la nature ont des cycles. Je pense que, comme humains, pour une raison pas tant pertinente en 2025, on a décidé qu'on devait continuer à accoter un espèce de rythme de révolution industrielle qui fait aucun sens, là. Mm. Fait que pouvoir, tu sais, suivre tes cycles normaux, puis au final, Ah t'es plus ouais. productif comme ça. Ah, Ouais, complètement. tu sais, t'es-tu plus productif quand tu t'obliges à faire quelque chose pendant 2 heures parce que t'as mis dans ton calendrier que pendant ces 2 heures-là, c'était ce bloc-là, tu sais, je suis pas certain. Quelle horreur. Ah non, non. Ça me met Ouais. tellement de stress maintenant. Oh là là. Ah ouais, Mais c'est... tu vois, je suis triste parce que j'avais des codes couleurs sur tous mes blocs de mon agenda. Et maintenant, mon agenda, il a plus de couleurs. Ça me rend triste par contre. J'avoue, Je trouve que c'est j'avoue. dommage. Et j'aime bien me lever le matin aussi. Mais le problème que j'ai... Moi, je suis plutôt couche-tôt, lève-tôt. Mais mon copain est plutôt couche-tard, lève-tard. Et du coup, il y a toujours une bataille le soir, tu vois, où j'ai besoin d'avoir un peu de vie avec lui. Du coup, j'ai tendance à me coucher trop tard pour moi et à pas réussir à me lever aussi tôt que je voudrais. Enfin bon, Ah c'est ouais, comme ça. un classique. Ouais, c'est comme ça, c'est très dur. Enfin bon, assez parlé de moi. J'aimerais que tu m'emmènes aussi, qu'on continue dans tes coulisses. Euh, Tu me disais, donc, je voudrais voir comment on va parler un peu plus de chiffres. Ok. Euh, Pas forcément argent direct. Enfin, si t'es OK, moi ça me va. Si tu veux pas, tu peux donner des fourchettes ou dire juste tais-toi, Paul. Ça, je le prendrais pas mal. Le but, c'est de montrer à quelqu'un qui découvre comment ça se passe réellement, tu vois. Combien de temps ça prend? Bon, c'est des sujets qu'on a un peu vus, mais juste faire un récap. Comment, en gros, tu attires ton audience? Toi, tu vends via ton infolettre. Oui. Comment tu amènes des gens sur cette infolettre aujourd'hui? Ok. J'amène les gens sur mon infolettre. Il y a comme deux choses pour moi là-dedans. Il y a comment tu vas chercher la visibilité puis le trafic.
Puis il y a qu'est-ce que tu proposes aux gens comme raison de s'abonner à ton infolettre, finalement. Oui. Fait que moi, pour aller chercher du trafic, j'ai fait beaucoup de publicité et j'en fais encore à l'occasion, mais sinon, c'est beaucoup les gros événements collaboratifs. Que ce soit, je participe à La Flamme de Kylian Tallin, je participe à What's Next de Jen Gauvin, je participe à des événements comme ça qui vont me donner des gros coups de visibilité. Et là, j'invite les gens à s'abonner à mon infolettre ou même très organiquement, les gens sont curieux et ils vont trouver mon infolettre. Fait que ça, c'est... le moyen d'aller chercher du trafic. Comme je le disais quand j'ai commencé, il y a d'autres moyens quand tu débutes d'aller chercher du trafic. Après, la raison de s'abonner à mon infolettre, moi, je fonctionne encore avec des gratuités. Je ne crois pas au lead magnet dans toutes les situations. Ok, je pense que si tu proposes, mettons, un e-book, moi, j'ai déjà écrit un texte qui s'appelle « Personne veut lire ton maudit e-book ». J'y crois encore. Là. Je pense que proposer un e-book pour abonner quelqu'un à ton infolettre, c'est contre-intuitif. Parce que le but, c'est de faire en sorte que les gens s'habituent à recevoir de la valeur par courriel. Fait que pour moi, pour qu'un aimant à client fonctionne bien, c'est préférable que l'aimant à client ce soit une séquence courriel. Parce que tu crées la bonne habitude. T'sais, la personne reçoit des courriels, les ouvre, il trouve de la valeur et va donc continuer de les ouvrir après quand ça va être ton infolettre régulière. C'est plus naturel comme processus. Donc, quand j'ai débuté au début, j'ai fait mes 10 mini-trucs de persuasion. Mes 10 mini-trucs de persuasion, c'était mon premier aimant à client. J'ai écrit ça genre en 2018, quelque chose comme ça. Et c'est une séquence de 10 courriels où je donne des petits trucs de copywriting. Puis c'est probablement la pièce de contenu qui a été la plus payante pour moi. Ça m'a amené... tu sais, quand je l'ai lancé, il y a presque personne qui s'est abonné à ces 10 mini-trucs-là, on s'entend. Mais après, plus je suis allée chercher de la visibilité, plus j'ai parlé de cet aimant à client-là, ça a fini qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont lu ces 10 mini-trucs-là, tu sais. Tout ça pour... J'ai écrit ça en 2 jours dans un café, tu sais. ça va... Ce que j'aime aussi de créer des séquences comme ça, c'est que tu le fais une fois, puis après, ça circule. Même chose pour mes mini-trucs pour mieux utiliser ChatGPT, qui est probablement mon aimant à client qui roule le plus présentement. Là, on vient de dépasser, je pense, 12-13 000 personnes qui ont passé dedans. Puis ces trucs-là, je les mets à jour une fois de temps en temps, mais c'est juste une séquence de 10 courriels. Il n'y a rien de sorcier à faire ça. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Fait que c'est vraiment comme ça que je fonctionne pour inscrire des gens à mon infolettre. Après, pour vendre, c'est vraiment un mélange d'un peu tout. Tu sais, je pense que les gens, des fois, ils fonctionnent trop dans une logique de lancement. Genre, ils veulent toujours envoyer, tu sais, un peu comme on a fait pour le cabinet. Là, ils voudraient toujours faire des gros lancements orchestrés où t'envoies plein de courriels de vente et tout. C'est pas nécessairement mon approche, mais je mentionne toujours un de mes produits dans mes courriels. Comme si t'es abonné à mon infolette, tu vas commencer à le remarquer. Là, il y a toujours un hyperlien dans le courriel qui envoie vers un petit produit. C'est super organique, là. Mettons, je parle d'infolettre dans mon courriel ce jour-là, ben comme je vais mentionner Lance enfin ton infolettre. Je parle d'IA ce jour-là, je vais mentionner la machine à écrire. Tu sais, peu importe. Je plug un de mes petits produits. Puis comme maintenant, j'ai une bonne audience, ben juste comme ça, je vais générer des ventes à chaque fois. Fait que ça, c'est comme un moyen d'avoir des ventes un peu en continu. L'an passé, par exemple, j'ai fait une streak où j'ai fait au moins une vente par jour de petits produits pendant comme 200 jours. C'était fou, là. Juste avec la publicité puis en mentionnant comme ça dans mon infolettre mes petits produits. Par publicité, j'entends du remarketing. Fait que, tu sais, ça coûte vraiment pas cher faire du remarketing, là, quand t'as... Comme il y a peu de gens qui voient les pubs d'un remarketing, c'est pas des gros budgets. Puis ce que je fais, c'est que je remontre mes petits produits à des gens qui ont visité les pages de vente. Fait que ça fonctionne bien aussi. Fait que vraiment, par l'infolette, moi, ça se fait de manière organique. Mais pour arriver à ce résultat-là, il faut que tu aies une très grosse audience. Parce que ton taux de conversion dans une infolettre sera pas non plus gigantesque. Et c'est normal. Donc, ça a pris du temps quand même avant que j'atteigne un moment où mon modèle d'affaires est capable de soutenir, où mon audience est capable de soutenir un modèle d'affaires comme celui-là. Puis sinon, ben, je fais des petits webinaires, je fais des lancements. J'essaie de multiplier un peu les points de contact puis les façons de vendre mes choses, mais je suis pas quelqu'un qui a... un modèle de vente rigide que j'applique tout le temps. Tu sais, on voit beaucoup de personnes comme ça, là. C'est pas que c'est mauvais, c'est juste moi, c'est pas mon style. Tu sais, j'aime ça essayer plein d'affaires, puis me pitcher partout. Ouais. Et ton infolettre, elle vient avec quelle régularité? OK. En ce moment, j'essaye de remonter ma régularité.
dans le fond, quand ma business était à son top au niveau des conversions, j'envoyais 9,6 infolettes par mois en moyenne. C'est plus que 2 par semaine. Ça fait. OK. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait un burn-out, genre comme beaucoup de créateurs. J'étais super fatiguée, puis j'ai commencé à envoyer moins d'infolettres et j'ai de la misère à retrouver mon rythme d'avant. Je m'améliore, là. On voit que je vais mieux parce que j'envoie plus d'infolettres, mais j'aimerais ça en envoyer plus. Puis la raison pour laquelle j'aimerais ça en envoyer plus, c'est que, contre-intuitivement, si j'envoie moins d'infolettres, dans le fond, plus j'envoie des infolettres, plus les gens sont habitués de recevoir souvent des infolettres de ma part, plus quand je fais un lancement où j'envoie encore plus d'infolettres, les gens sont moins dérangés. Parce qu'il y a moins une grosse différence entre la fréquence d'envoi régulière puis la fréquence d'envoi en lancement. Si t'envoies juste une infolettre aux 2 semaines ou une infolette par semaine, puis que tout d'un coup, pour le cabinet des curiosités, t'en envoies 7, c'est comme « What the fuck is happening, Alex? Gère-toi. » Si Alex t'envoie régulièrement 3 infolettes par semaine, ben c'est pas si grave qu'Alex t'en envoie 5 ou 6 cette semaine-là. C'est pas, t'es habitué d'en recevoir souvent, probablement que tu les lis pas toutes de toute façon, tu regardes, puis si ça t'intéresse, tu la lis. C'est un peu ça que je veux créer avec mon audience, c'est que les gens soient habitués à un rythme d'envoi qui est quand même élevé, tu sais. Mais en même temps, pour envoyer de la valeur, pour que je sois fière des infolettes que j'envoie, puis comme je m'obstine à rester solo dans ma business, c'est pas nécessairement quelque chose qui est tout le temps soutenable. Puis ce serait peut-être mon dernier message, tu sais, moi, j'ai jamais eu de constance. Fait que j'ai jamais envoyé à la même date, à la même heure. J'ai jamais envoyé le même nombre par semaine. J'ai jamais eu de constance non plus dans le format de mes infolettres. Tu sais, il y a des gens qui ont comme des formules, là, genre telle rubrique. J'ai jamais fait ça, puis ça a jamais posé de problème. Comme... Ça m'a pas empêché de bâtir une audience, ça m'a pas empêché de... Est-ce que la régularité, c'est mieux? Je pense que oui. Est-ce que la régularité, c'est obligatoire? Je pense pas. Ça motive. Et les produits que tu revends de manière organique au sein de tes infolettres, ils coûtent... On est sur quelle tranche budgétaire? C'est pour ça que je parle des fois d'un jardin anglais, c'est que plus le temps avance, plus j'ai des produits à plusieurs points de pricing, ce qui fait que peu importe la personne est où dans sa relation avec moi, mes affaires, elle peut quand même acheter quelque chose. Fait que tu sais, mon truc le plus accessible, c'est mon membership. C'est comme un podcast privé, ça s'appelle Joyeux Chaos, ça coûte 17$ par mois. Fait que ça, c'est mon truc vraiment... tu sais, en euros, ça doit être genre 10€. Là. C'est vraiment accessible. Fait que j'ai ça. Après ça, je vais avoir des produits qui coûtent 50$, des fois même 25$, dépendamment c'est quoi le produit, 75$. Fait que là, on est comme dans les 20, 25, 30, 40€, dans ces eaux-là. Fait que là, j'ai plusieurs petits produits qui sont comme ça. Par exemple, je pense que Lance enfin ton infolettre à ce stade-ci est à 75$. Fait que ça, c'est des petits produits qui, encore là, sont super accessibles pour les débutants. Les gens peuvent les acheter. Et finalement, j'ai des formations qui vont être à 2, 3, 400$. Fait que là, c'est vraiment des trucs un peu plus poussés. Souvent, tu vas avoir plus de matériel avec la formation aussi. Puis, dans le plus cher, j'ai ma formation en copywriting à 4000$, par exemple, que je vends. Fait qu'il y a un peu de tout et ça permet... Puis le cabinet est à 300. Tu sais, ça permet que les gens, selon où ils sont rendus dans leur business, leur budget, ce qui les intéresse, tout ça, pas mal tout le temps quelque chose, tu sais, qu'ils peuvent acheter, qui fit avec où ils sont rendus, finalement. OK. C'est une approche très intelligente, je trouve. Ben, puis moi, un autre truc que j'aime vraiment beaucoup, là, c'est augmenter mes prix. Chez nous, les prix, ils augmentent tout le temps. C'est toujours le meilleur moment d'acheter dans ma business parce que la première fois que je lance un atelier, ben, le prix va toujours être à son plus bas. Tu sais, je fais pas de rabais, mais par exemple, mon atelier sur l'IA, quand je l'ai lancé, il était à 125$, puis à toutes les fois que j'ai fait de mise à jour, je l'ai augmenté jusqu'à ce que, tu sais, ça soit 300, 400. Puis les personnes qui l'ont acheté à 125, ils ont toutes les mises à jour. Fait que j'aime beaucoup ce genre d'approche-là parce que ça me permet d'améliorer mes produits au fil du temps, mais ça récompense mes clients qui me font confiance au départ. Les premiers, Fait que c'est tout le temps le meilleur moment d'acheter, c'est ça que je veux dire par là. C'est t'as pas besoin d'attendre la promo ou le rabais, il y en aura pas. Mais si t'achètes tôt, tu sais que tu vas avoir les mises à jour puis que le produit sera jamais vendu à un prix qui est plus accessible que maintenant. Fait que j'aime ça récompenser les anciens, genre. C'est bien, et ça crée une sorte
vu que tes produits sont disponibles tout le temps, il n'y a pas la technique de mettre un gros timer, une deadline, qui pousse un peu les ventes. Mais d'une certaine manière, il y a ce FOMO que tu crées parce que petit à 100%. petit, le prix va augmenter. Donc, Oui, c'est puis aussi une ça manière de m'arrive jouer de là-dessus. vendre, ça m'arrive de vendre par lancement. Tu sais, ma formation à 4 000 $ je fais un lancement. Le cabinet, on fait un lancement avec un Oui, timer. Tu sais, je pense que ça peut être pertinent des fois d'avoir une date limite. Puis quand j'augmente mon prix, j'avertis tout le temps aussi. Tu sais, tel produit, oui, là, j'augmente le prix tel jour. Fait que ça fait, tu sais, je peux jouer comme ça avec les timelines puis les effets de FOMO une fois de temps en temps. Mais je trouve que de dépendre de ça tout le temps, ça devient, ça devient exigeant pour l'entrepreneur parce que tenir un calendrier de lancement tout le temps pour chaque produit que tu fais, ouf, ça devient intense, là, tu sais. oui. Ouais. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on peut utiliser stratégiquement d'une fois à l'autre, tu sais. Surtout pour quand tu crées des cohortes, mettons, ça peut être intéressant, ce genre de situation-là, mais tu sais, dans le fond, je suis un peu fatiguée. Tu sais, c'est gossant parce que je crois pas au full evergreen, mais je crois pas au full lancement non plus. J'ai essayé les deux. J'ai déjà été full evergreen, puis je manquais de dopamine. Je Ouais. m'ennuyais de la dopamine, de créer un momentum, un événement gratuit, un lancement, tout ça. Puis, à l'opposé, quand je ne vivais que de lancement en lancement, ben j'étais super stressée puis épuisée Ah, le cognitivement. Fait que stress. Ah ouais. c'est ça. Faut trouver un équilibre. Oh là là, Ouais. trop bien. Mm. Et est-ce que tu es à l'aise de parler un peu plus de chiffres, de combien toi ça te permet? Je sais pas comment ça marche ici au Québec, enfin en France, il y a le système d'auto-entrepreneur, de la micro-entreprise, C'est qui est différent assez... pour nous. Ouais, c'est différent ici. En fait, nous, on a l'équivalent, ce serait être travailleur autonome. Fait que être D'accord. travailleur autonome, c'est une entreprise individuelle. Sauf que de ce que j'ai compris en micro-entreprise, vous pouvez pas déclarer vos dépenses, quelque chose comme ça. C'est comme. Non, le chiffre d'affaires est assimilé au bénéfice, moins un pourcentage de... Ouais, c'est ça. Enfin, Ça, c'est on réduit pas bizarre les pour nous. dépenses. Ça, c'est Ok, vraiment bizarre pour nous parce que nous, même en entreprise individuelle, tes dépenses sont pas imposables. Fait que tu peux quand même, tu sais, tout ce que tu investis pour ta business, tu ouais, peux le déclarer comme une dépense, puis vraiment, comme si tu étais une grosse business, là. Ça, c'est du pareil au ok, même. Euh, donc, souvent, les gens ici vont commencer travailleur autonome, mais je pense que c'est plus avantageux si tu as l'intention d'investir, en tout cas, dans des logiciels, des formations, tout ça, parce que tu peux oui, garder ce modèle-là un peu plus longtemps, tu sais. Puis là, les gens vont avoir tendance à s'incorporer quand ils vont dépasser un certain montant d'argent, puis que là, c'est pour épargner de l'impôt, en fait. Quand tu oui, n'utilises plus tout le salaire que tu te verserais, puis que tu vas en laisser dans l'entreprise, là, on va s'incorporer en société. Fait que ça, c'est d'accord. plus le process au Québec. Si on parle de chiffres, c'est sûr que moi, ça varie d'une année à l'autre, mais je vis très bien de mon entreprise. Tu sais, je fais des multi-six chiffres depuis la première fois que j'ai fait les 6 chiffres, c'était en 2019. En annuel, j'ai en annuel. en annuel, en annuel. Ouais. Puis j'ai versé des petites larmes. Je fais pas le Oh, million, j'ai jamais fait le ouais, million. C'est pas non plus quelque chose que je vise nécessairement, parce que moi je veux rester solo justement. Tu sais, j'ai d'accord. pas envie d'avoir une grosse structure. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis j'aime mieux faire moins de chiffres mais avoir beaucoup de rentabilité. Tu sais, c'est comme, Oui, c'est un peu ma vision. Euh, mais là, d'une année à l'autre, ça va vraiment osciller. Là, tu sais. Le plus haut que je me suis rendu, c'est peut-être 500 000 à peu près ou proche. Puis j'ai des années où je vais faire 300. Tu sais, c'est ok. variable. C'est pas vraiment grave à ce stade-ci parce que quand t'es solo, justement, tu sais, je veux dire, je me verse un très bon salaire, Oui, j'ai l'argent pour investir dans des projets qui sont le fun, j'ai une prévisibilité maintenant de revenus aussi, tu sais, qui fait que c'est, comme j'ai beaucoup de chiffres de conversion, je sais comment ça marche mes affaires, tout ça, j'ai comme plus le stress d'avant, tu sais. oui, Euh, mais je veux pas rien cacher aux gens, tu sais, ça peut être long avant d'atteindre ça, puis c'est pas tout le monde que ça va aller aussi vite que moi. Tu sais, il y a des gens que faire leurs 100 000, ça va leur prendre 5 ans. Il y a des gens que ça va leur prendre 2 ans. Il y a des gens qui vont le faire en 6 mois. Ça dépend de tellement de facteurs, je pense. oui, Hmm. Ouais. ok. Bah, merci pour cette transparence. Toi, du coup, tu es toujours dans le travailleur indépendant, tu m'as dit, ou Là, je tu étais m'incorpore, incorporé? Ok, puis je trouve ça absolument atroce parce que je dois décider. Tu sais, j'ai beaucoup trop retardé ce moment-là, by the way, là, pour les personnes qui d'accord. m'écoutent, entre autres parce que tout l'administratif me faisait vraiment peur, tout ça. Fait que là, je me trouvais des dépenses. J'ai trouvé tous les moyens, genre, de retarder ce moment. Euh, Puis là, il faut comme que je décide si je fais plusieurs incorporations ou une seule. Parce que, en tout cas, au Québec, il y a aussi
on peut avoir plusieurs incorporations, on peut avoir une société de gestion, on peut, bon, puis là, pour mon Wow. épargne, ce serait probablement plus intéressant. Fait que c'est vraiment, c'est des gros questionnements existentiels, faut consulter des professionnels, et je vous conseille de le faire. Ouais. Ouais, vraiment. Oh là là. Mais, euh, mais des fois aussi, c'est pas aussi avantageux aussitôt qu'on le pense. Surtout si, comme moi, vous aviez pas beaucoup d'épargne à la base, en tout cas au Mhm. Québec, là, c'est mieux de maximiser ton épargne perso, je pense, au départ. Fait qu'en tout cas, peut-être Ok. analyser avec votre conseiller financier, en tout cas, pour Oui, ce oui, oui. qui est le plus avantageux pour vous. Allez voir un Ouais. fiscaliste, gagne, vous allez capoter. Ouais. Toujours aller voir un fiscaliste sur ces questions-là. Ah Et ne ouais, pas c'est écouter clair. deux inconnus de Internet. Ah non, puis moi, c'est tellement pas mon expertise, puis tu sais, ça me fait rire parce que les gens, des fois, ils pensent que je suis douée avec l'argent parce que j'ai écrit un livre sur le pricing, mais comme ça n'a aucun lien. Tu sais, Ah bah oui. le pricing, c'est presque du marketing, tu sais, c'est un signal que t'envoies, c'est très relié à la valeur, etc., etc. Mais après, gérer ton cash flow, etc., c'est tout un autre paire de Mhm. manches, là. Même la rentabilité, c'est un autre paire de manches, tu sais. C'est comme... C'est des questions hyper importantes, mais qui ne demandent pas du tout les mêmes skills. Puis souvent, les personnes créatives et originales, et etc., c'est pas les meilleures pour dealer avec ça, là. D'ailleurs, Ouais. tu sais, dans un projet comme le cabinet, moi, ça faisait très longtemps que je voulais faire un projet comme le cabinet, puis la chose qui me retenait, c'était la logistique. Je m'imaginais pas Ouais. juste verser de l'argent à autant d'affiliés, gérer les taxes du Québec, pas de taxes en Europe, tu sais, juste penser Ouais. à toute la gestion de ça, j'avais envie de mourir. Puis je racontais ça à Charles, tu sais, je disais, ah, j'ai une idée d'un truc que j'aimerais faire, mais la charge administrative, tout ça, je vais décéder, tout ça. Puis là, c'est Charles qui s'est offert, il m'a dit, écoute, on va le faire ensemble, puis moi, je peux gérer ça, tu sais. Trop sympa. Charles a une agence avec des employés, fait que, tu sais, il est comme plus habitué Ouais. de cette logistique-là, ouais. Oh, c'est fou. Mm. Trop bien. Ah ouais. J'aimerais qu'on passe maintenant aux 5 réponses flash. Donc, je vais te poser 5 questions. L'idée, c'est que tu y répondes vite. Tu vois, je dis généralement 30 secondes, mais c'est juste que c'est pas des questions dont le but c'est de s'éterniser, c'est plus de Ouais. trancher ou de donner un premier truc qui te vient en tête, quoi. Ok, Prête? prêt. Let's go. Alors, une chose que tu fais complètement à l'envers des experts. Entre guillemets, les experts. Je fais aucun reel, presque pas de vidéo, et principalement des contenus écrits vraiment longs. Propre. Ouais. Deuxième question. Quel mensonge on te vend quand tu démarres en ligne? Il y en a tellement. Quel mensonge on te vend pas? Ah, non, mais pour vrai, là, il y en a tellement. Euh... Quel mensonge on te vend? Que pour vendre, il suffit d'être soi-même, puis d'être Ok. authentique. Je Et suis tu pas penses que d'accord. c'est faux? Je Ok. pense que c'est archi faux. Je pense que si t'es trop toi-même, à la limite, tu mettras pas suffisamment, surtout si tu te bâtis une audience. Tu sais, les gens, ils créent une relation parasociale avec toi, puis c'est important de protéger la vraie personne du persona en ligne. Ouais. C'est très important de comprendre c'est quoi tes limites, qu'est-ce que tu veux partager, qu'est-ce que tu veux pas partager, de faire la différence entre c'est qui Alex dans son intimité puis son quotidien, puis c'est qui Alex son persona de webinaire, puis c'est pas malhonnête de faire ça. Tu sais, c'est sain, en Hmm. fait. Ça permet de se Ouais. protéger. Ouais, 100%. Ouais, c'est fou. J'avais eu, moi, un type qui était... j'ai reçu des lettres d'amour. Un type qui était venu m'attendre en bas de mon espace de coworking, qui était l'adresse publique de mon entreprise, et ça m'a fait trop peur. Et je Ah me suis ouais. dit, il faut que... trouver des barrières, quoi, de protection. Ah ouais, faut juste vivre une ou deux expériences de ce type-là pour comprendre que, Ouais. genre, c'est important Ouais. ouais, de faire une Ouais, ouais. différence entre les deux. Fait que, ouais, ça, là. Hmm. Ouais. Et puis je m'étais dit, surtout, ça arrive que à des Beyoncé, tu vois. Ça arrivera pas Oui. à Paul, ce genre de truc. Mais en fait, si. Ah ouais, en fait, oui, vraiment, parce que les gens ont la perception qu'on est encore plus accessible, tu sais. Euh, Complètement. Puis, ouais, vraiment, là, ça, très important. Mm. Ouais. Troisième question. La phrase que tu aurais aimé entendre quand tu as commencé. Ah, c'est difficile, il y en a tellement. Tu sais, il y a tellement de choses qu'on déconstruit puis qu'on apprend Hmm. quand on est en business. Bon, donne-en Mais deux ou trois sinon. moi, justement, une peur que j'avais, c'est que je me comparais beaucoup à des personnes qui étaient très productives,
très disciplinés, très à Mhm. leurs affaires, capables d'autodiscipline, là, beaucoup plus que moi, et j'avais peur de jamais être capable de terminer quoi que ce soit, d'accomplir quoi que ce soit, avec un cerveau plus comme le mien, tu sais. Mhm. Ça, c'était vraiment, je me disais, il faut que je lise Atomic Habits, genre, puis que je devienne une personne productive comme toutes les autres personnes productives, sinon j'y arriverai jamais, je réussirai jamais. Puis je pense que il faut arrêter. J'aurais aimé que quelqu'un me dise d'arrêter d'essayer de me réparer, comme, puis de Ouais, trouver toutes les fixes à mes problèmes, puis à la place de regarder c'est quoi les contextes où ça marche déjà, puis changer mon environnement. C'est beaucoup plus facile de changer l'environnement autour de toi pour mettre les conditions gagnantes que de te changer toi. 100% ça. Ouais. c'est beau. Quatrième question. Qu'est-ce que le succès veut dire pour toi aujourd'hui? Pour moi, le succès, ça a tout le temps été la même chose, puis pour moi, le succès, c'est une émotion, c'est la fierté. Ok. Si je suis fière de ce que je fais, de ce que j'accomplis, j'ai du succès. Puis ce que j'aime avec cette définition-là, c'est que même s'il y a une notion d'ego, là, tu sais, moi j'ai beaucoup d'ego, puis c'est ça, j'aime ça être fier de moi, tu sais, ben on n'est pas tous et toutes fiers pour les mêmes raisons. C'est pas tout le monde qui va viser les mêmes choses puis qui va être fier des mêmes affaires. Puis c'est ça le succès aussi, tu sais, tout le monde a ses critères, sa définition. Puis moi, vraiment, c'est la fierté. Tu sais, mon livre, par exemple, c'est pas... Tu fais pas d'argent avec un livre, là, genre... tu sais, Ouais. c'est pas quelque chose de très payant, mais la fierté que ça m'a créé d'être publié pour vrai, Oui. c'est tellement gros, c'est tellement le fun que pour moi, c'est un de mes plus gros succès. Tu sais, c'est pas un gros succès financier. Euh, de la même façon, il y a des succès financiers qui, aujourd'hui, représentent pas plus grand-chose, mais que c'est comme devenu habituel pour moi. Tu sais, la première fois que j'ai fait 10 000 $ en une semaine avec un lancement, mettons. Ouais. Tu sais. Maintenant, c'est quelque chose que j'ai vécu à plusieurs reprises, mais ça aura jamais été un aussi gros succès que la première fois que c'est arrivé. Puis que Hmm. j'habitais en colocation avec mon frère, puis que j'avais donc hâte de partir. Que là, tout d'un coup, je réalise que ça se peut, tu sais, que mon projet est peut-être viable, que pour moi, c'était un montant d'argent inimaginable à ce moment-là, tu sais. Fait que, ouais, la fierté, vraiment. Trop bien, j'adore. Et dernière question, qui est peut-être un peu liée maintenant que j'y pense, mais la plus belle récompense de ton aventure entrepreneuriale? Les relations, les gens. C'est tellement cheesy, mais c'est tellement ça quand même. Je pense que il y a énormément de personnes qui deviennent entrepreneurs parce qu'ils fitent pas dans le monde du travail ordinaire, pour toutes sortes de Mhm. raisons. Tu sais, il y a tellement de personnes neuroatypiques ou un peu weird en entrepreneuriat, tu sais, on se le cachera pas, là, comme clairement la population de personnes qui ont des types de personnalités un peu bizarres est comme plus élevée. Hmm. Puis moi, j'adore ces gens-là. Puis j'ai tellement rencontré des humains exceptionnels à travers ce parcours-là. Puis, tu sais, au début, je me rappelle quand j'allais à des événements de réseautage ou que j'allais coworker avec des amis, j'avais l'impression que je perdais du temps puis que c'était comme une perte de productivité presque, tu sais. Puis là, aujourd'hui, je réalise à quel point, en fait, c'est par les gens que j'ai rencontrés que j'ai fait les plus gros bons, que j'ai rencontré les bonnes personnes, que j'apprends, que... Fait que ouais, vraiment les humains, les relations que tu bâtis. Ouais. Ça me touche profondément ce que tu dis parce que j'ai démarré là-dedans pareil. Je suis HPI, au potentiel intellectuel, et j'ai toujours eu beaucoup de mal en entreprise. Oui, ben c'est ça, tu sais. C'est dur de trouver des entreprises où un profil comme ça va fonctionner. Genre, Hmm. c'est plate, là, mais on va soit être sous-utilisé, soit on va s'épuiser, soit, tu sais... Puis je dis pas que l'entrepreneuriat, c'est parfait. Là, tu sais, je veux dire, Non. je connais tellement de créateurs qui ont fait un burn-out créatif, mettons, parce que justement, c'est difficile de mettre des limites pour nous-mêmes, tu sais. Mais on apprend à le faire au moins, puis on a la possibilité de créer un espace où on performe à notre façon, genre. Oui. Puis j'aime tellement ça, puis on rencontre plein d'autres personnes qui font pareil, tu sais. C'est quand même Ah, très cool. Hmm. trop bien. On est tout bon de mon côté. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé et que tu aurais aimé qu'on aborde? De mon bord, je pense que tout est beau aussi. Je pense à rien. Il n'y a rien qui me vient instinctivement. En tout cas, merci, c'était le fun. Trop bien. C'était le fun pour moi aussi, comme on dit ici. Si quelqu'un veut te contacter, par où il passe?
Je Je suis remettrai tous les liens dans la description de toute façon. Oui, oui, ben, c'est ça. Tu sais, mon site web, lesmotspourvendre.com. Sinon, j'ai maintenant un Substack sur alexemartel.com, Alex avec un E, où je vais publier juste mes plus longs textes, genre, qui sont comme pertinents. Fait que ça va être le fun. Puis sinon, je suis Ok. sur Instagram, Alex E. Martel. Je suis sur LinkedIn, Alex Martel. Ok. Et ben, Puis je voilà. remettrai tout ça. Trop J'existe un bien. peu partout. Si vous voyez passer des événements entrepreneuriaux cool, il y a des bonnes chances que je sois là aussi, comme parodiste ou comme... C'est grâce à toi qu'ils sont cool. Oui, oui, 100%, voilà. Et ben, merci beaucoup, Alex. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.